Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Une émission qui sera entièrement consacrée à nos prédictions pour 2020. Et qui sera la star cette année encore? Izuku? Luffy? Goku? Emma peut-être? Vous avez des avis ici autour de cette table? Ichigo, t'as oublié Ichigo. Ichigo? Ouais. Ichigo va être Ichigo va revenir. la star de 2020. Il y a des annonces pour les 20 ans, l'anniversaire des 20 ans, là, il y a des Le annonces. 21 mars on saura. Et voilà. Si Ichigo de Bleach va revenir, il va pas refaire Bleach. Non, je pense pas quand même. Bah, il fera son fils. Ça serait même pas impossible. Du coup il s'appellerait Nigo. Ou Nigo. Nigo. Ou Niroku, parce que Go c'est 5, du coup Niroku, on fait 2, c'est ça 6, ferait Niroku. 26. Voilà, Niroku. Mais je préférais mon Nigo en fait. Ouais, Nico, c'est Pour drôle. vous expliquer, en tout cas, le 20-21 mars, l'auteur de Bleach, Tekubo, va annoncer quelque chose. Voilà, on a cette info, sait il va pas. annoncer quelque On chose. vous la donne. Voilà, ça Faites c'est ce déjà que une vous voulez. prédiction pour 2020. L'auteur de Bleach va annoncer un truc, on sait pas quoi. Se trouve, il est Ils ont malade. dit que ça concernait sa nouvelle série. Oui. Et quand je dis ils ont, c'est vraiment, faut le prendre avec des. C'est hashtag les gens quoi. À skip, c'est sa nouvelle série. Sinon, plus sérieusement, je vois pas comment My Hero Academia ne peut pas grandir encore. Non, c'est le bulldozer. C'est le bulldozer, et sauf que c'est le bulldozer en pleine croissance. Luffy est un bulldozer, One Piece est un bulldozer, Oui. mais il est plus en pleine croissance comme peut l'être My Hero Academia. My Hero Academia en 2018, c'était la deuxième meilleure vente du Japon avec 6,7 millions de copies. Hein. Et, Ouais. et ça va continuer, et surtout en France, on a le groupe TF1 qui a acheté les droits Oh là là. de My Hero Academia, donc il y a de la VF, donc ça va continuer. Après, ceci dit, si pour Demon Slayer, l'animé, la saison 2 revient avec une qualité identique à la saison 1, et qu'en plus il y a une VF, Demon Slayer ça peut être aussi un gros bulldozer. Ouais, mais pour moi, c'est pas assez entre guillemets, dans l'air du temps. Le contexte de Demon Slayer fait que les jeunes, ok, c'est marrant, c'est bien, c'est le pouvoir, mais My Hero Academia, c'est maintenant, quoi. C'est un truc moderne, ça se passe comme si t'étais dedans. Alors que Demon Slayer, faut être un peu aimer les samouraïs, et puis voilà. Hein. Donc Izuku plus bulldozer que Demon Et Slayer. en plus, il va avoir un nouveau jeu en 2020, enfin, il y a tout, quoi. On aura Goku aussi, un nouveau film aussi pour My Hero Academia. Ouais. Et puis Goku sera toujours là. Il aura pas de film cette année, tu vois. Autant l'année dernière, il a pu s'amuser avec son cousin Broly. Cette année, il pourra pas. C'est pas des vrais cousins. Hein. Je tiens à le dire, c'est une blague. C'est une pas façon des de vrais parler. cousins. Non. Et puis Emma, elle peut être aussi une petite, Emma, petite star Promise. encore, de toute encore cette année. façon, Promise est en pleine croissance aussi. De toute façon. Mais comme Promise, on sait que la fin est annoncée. On sait que il y aura pas une tomaison aussi énorme que One Piece ou aussi énorme Oui, bien que sûr. ce profil Ah My oui, Hero c'est Academia. sûr. Je suis d'accord avec Gloss sur le principe que My Hero Academia prête à faire une série ultra longue, autant que Bleach, One Piece ou autre, que ça soit Demon Slayer, que ça soit Promised, moins. Bon, on a beaucoup d'autres choses moins évidentes pour 2020 dans nos petites popoches. Ne vous inquiétez pas. Ne on vous va arrêtez parler... pas là. Ouais. On va parler de Chainsaw Man, on va parler du Jujutsu Kaisen. Alors restez là pour la 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother. Rebonjour à tous, bienvenue. Merci de nous écouter, de nous encourager à poursuivre cette émission où cette fois-ci nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer les mangas de l'année 2020, les mangas à venir. Alors Cagnard, salut. Comment tu la sens toi cette année de manga? Je la sens très très bonne sur le début d'année. J'ai vraiment lu des trucs hyper enthousiasmants. Je m'inquiète un petit peu plus sur la suite. Je me demande est-ce que la barre a pas été mise trop haute sur le début d'année. Est-ce que tous les éditeurs ont pas sorti dans le premier trimestre tous leurs meilleurs titres? Ouais, c'est un peu l'impression que ça me donne pour le moment. Johnny, même impression toi cette année manga, tu la sens mieux que l'an dernier ou pas? Mieux peut-être pas. Ah si, elle sera mieux que l'an dernier. Mais après c'est normal que les éditeurs sortent en premier les grosses bombes parce qu'il faut qu'ils fassent leurs chiffres sur toute l'année. Et soit t'es au début, soit t'es un peu à la rentrée.
Mais pour moi, c'est normal d'avoir les grosses bombes tout de suite. Ça me paraît d'une analyse financière totalement débile, mais allons-y. Non, parce que t'es content de sortir et puis après t'as 6 tomes dans l'année au lieu de 3 comme Samurai 8, tu vois. Ouais, pour une série peut-être. Ce que j'allais dire, après les grosses bombes dans le milieu de l'édition, elles sont aussi à la rentrée, tu vois. Astérix, c'est pour ça sort en septembre-octobre. Le Mashima, il est sorti en septembre. Enfin, il y a tout. Ouais, ça, ils ont pas eu le choix, ils ont été obligés de faire comme les Japonais. Oui, il y avait la simultrade, c'est vrai. Donc là-dessus, la même simul-publication même. Oui. Oui, ils n'avaient pas le choix. Non, mais moi je suis certain aussi qu'elle sera meilleure. De toute façon, là, les quelques titres qui sont sortis, qu'on a lus, sont déjà meilleurs que mes meilleurs titres de l'année dernière. Ils sont meilleurs que la plus meilleure de toutes tes on est d'accord que c'est une vraie dédicace rap. Hashtag 5DC pour réagir et faire vos dédicaces rap dans cette émission. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga. Hashtag 5DC sur Twitter, la 5ème de couvre.fr, la 5ème de couvre sur Instagram. Je pense que je n'ai rien oublié, la 5ème de couvre sur YouTube. L'application podcast. Sur Deezer, sur iTunes. Deezer et sur Spotify. Spotify où il y a de plus en plus d'auditeurs, figure-toi. Oui. En général, sur l'univers du podcast, de plus en plus de gens utilisent Spotify. On leur fait une dédicace. À tous les gens qui sont sur Spotify. À vous trois. À tous les gars sûrs de Spotify. Perdez pas la foi, les gars, on est là. Alors, comment va se passer cette émission ? Simplement, on va égrener nos prédictions, nos quelques premiers coups de cœur, essayer de voir quelques thématiques qui vont se dégager, puis éclairer un petit peu sur cette année, ou au moins sur le premier semestre. Enfin non, on n'a pas toutes les sorties, un peu moins. Au moins sur le premier trimestre. En tout cas, on va commencer. Au moins sur les 3 premières semaines. Il y a 2 jours de l'année de 2020 où on a lu des mangas. On est bon là. Bon, en vrai, on va commencer par nos préférés, puis ensuite on va partir sur les mois de janvier, février. On parlera un tout petit peu de Death Note, on va parler un tout petit peu de Thriller, un tout petit peu de Dragon parce qu'il n'y a que ça, un tout petit peu de réédition, notamment de Shaman King, et puis on regardera un petit peu ce qui se passe au Japon en ce moment. Ça vous va ? Vous êtes prêts ? Ouais. Eh bien on y va, on parle de notre petite doublette du kiff. Les 2 premiers mangas qui nous ont fait kiffer tous les 3 sans appel, on n'a pas eu besoin de se réunir très longtemps pour le dire. C'est Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man. Le premier à sortir, c'est Jujutsu Kaisen aux éditions Kiun, l'histoire de Yuji, un lycéen à la force hors du commun qui va intégrer l'école d'exorcisme Jujutsu car il est possédé par un démon qui menace l'humanité. Pour s'en sortir, il va devoir retrouver les restes de ce démon et les ingérer. Enfin, les restes, les doigts, parce qu'il va pas manger non plus les intestins ou quoi que ce soit, quoi. Oui, et c'est quand même bien dégueulasse déjà, rien que de le voir manger ses doigts là. Parce qu'il les gobe, vraiment, il les gobe ses doigts. Mais il a l'air d'apprécier. Un titre qui flirte un tout petit peu avec l'horreur pour du shonen, c'est pas commun, même si c'est aussi le cas du suivant. Jujutsu Kaisen, c'est le shonen qui va tout défoncer cette année. Là, écoute, pour le moment, en tout cas, il est dans le top 2, on va dire, vu qu'on commence avec lui. Et je pense que exactement ce que tu viens de dire, qui flirte doucement avec l'horreur, moi, typiquement, c'est ce qui m'a attiré. J'ai été attiré de base par l'univers graphique que je trouvais assez... je vais utiliser le mot gothique, mais je pense pas, plus horrifique, on va dire. Et quand j'ai commencé à le lire, du coup, il y a toujours une petite appréhension, de savoir est-ce que c'est juste du on fait semblant ou est-ce que on est vraiment dans un truc un peu horreur dedans. En fait non, ça marche carrément et je dois dire que ce titre a légèrement titillé mon intérêt de lecteur de Yu Yu Hakusho. Il y a ce petit mélange de on est un peu dans l'horreur comme Togashi peut savoir le faire. Vous savez, c'est pas de l'horreur pure, c'est utiliser des thématiques, montrer quelques monstres, instaurer un climat très particulier et très, très unique à ce manga en tout cas. Johnny, qu'est-ce que tu en penses toi de Jujutsu Kaisen ? Moi je trouve que vous restez quand même pas mal dans l'euphémisme parce que c'est vraiment... pour moi ça flirte mais énormément avec la limite de ce qu'on peut faire aujourd'hui entre shonen et seinen où c'est quand même de l'horreur et du cadavérique assez poussé. Moi quand je vois des boulettes humaines, je suis désolé mais c'est vraiment la limite que je peux atteindre dans le shonen. Les boulettes humaines c'est Hunter x Hunter, c'est l'arc des Chimera Ant. Ouais mais j'ai l'impression que c'est moins détaillé. Elles sont stylisées, elles ont un truc... Oui, alors la différence avec les Chimera Ant, c'est que les humains, ok, ils se font bouffer, mais d'une certaine manière, ils sont pas morts et ils se réincarnent un peu en tant qu'insectes. Donc là, tu vois, t'as un petit peu un truc animiste ou tout ce que tu veux. Là, dans Jujutsu Kaisen, le mec, il a été tordu, roulé en boule et il est mort, c'est définitif. Ouais. Et du coup, c'est vraiment... j'ai adoré ce titre. C'est assez sombre, parfois il est dur à regarder, mais c'est vrai que...
tu as cette petite appréhension où tu te dis, est-ce que vraiment il devrait être un shonen ? Est-ce que les adolescents d'aujourd'hui, ça va pas trop les rebuter ? Voilà, moi je me pose ces questions. Les jeunes japonais n'ont pas du tout été rebutés. Mais parce que eux ils ont un problème aussi. Mais ça il faut le savoir. Ils ont de la catharsis. Mais non, mais après c'est les vrai jeunes japonais ont-ils un problème aujourd'hui ? Après faut pas déconner non plus. C'est pas du Junji Ito. C'est vraiment c'est de l'horreur acceptable. On voit pas des gros gens qui se font découper dans tous les sens avec du cerveau. Non, il y a juste certaines scènes qui sont assez prenantes. Il y a un côté gore et un côté amoral dedans. Et c'est du gore mais pas trop gratuit. Non, c'est vraiment. C'est pas sanglant non plus. Enfin, quand vous dites gore, j'imagine des scènes avec des gros tranchages de tête qui saignent et tout. Non, mais comme il dit, le fait de plier des humains, tout ça, ça reste quand même des visions et des images très fortes. Quoi. On est plus sur du flirt. Bah, on n'est pas non plus dans un monde qui est apocalyptique, etc. Non, il y a quand même des gens à sauver. Il y a juste des démons qu'il faut exorciser et tuer, mais c'est pas la grosse horreur totale non plus. Faut pas. Et finalement, le truc qui est le plus crado, c'est quand il mange les doigts du démon. Parce qu'il sait pas laver les mains. Eh oui. Alors, je pense que le démon, non, mais ils sont vraiment tout crado les doigts avec des grands ongles. Il y a l'ongle bien sale. Je crois que c'est l'ongle tout crado qui me bloque le plus. Non, moi ça va. Mais après, c'est vrai qu'on commence très fort parce que celui qu'il affronte, c'est le roi des démons, enfin c'est le plus fort. Il affronte quand même le mec qui est censé être le plus fort du monde et qui va plonger l'humanité en plein désarroi, je sais pas comment dire. Mais il commence très très fort, Jujutsu Kaisen. Et c'est un auteur qui revendique très clairement ses influences Shonen Jump. Très clairement, il va dire que dans Fly, il a adoré tel arc et la façon dont on a amené le héros à tel moment. Donc, il va essayer de réutiliser ces concepts-là. Il s'est inspiré de Bleach. Il va citer Yu Yu Hakusho et Togashi comme référence, mais surtout le manga Yu Yu Hakusho. Il le cite clairement comme une référence. Et quand tu le lis, tu te retrouves dans l'ambiance que tu éprouvais dans ce que tu éprouvais en lisant Yu Yu Hakusho. Complètement. Moi, c'est un vrai héritier pour moi de Yu Yu Hakusho. C'est carrément, c'est le Yu Yu Hakusho de 2020. Tu as pris ma phrase, c'est ce que je voulais dire. Ah pardon, vas-y. Vas-y, dis-la maintenant, t'as cassé les couilles, alors dis-la. Je crois que c'est ce que t'allais dire à Max. Oui, c'est ce que je voulais dire. Oui, c'est ce que je voulais dire. On a 3, on compte jusqu'à 3 et je vous le dis en même temps. On l'a dit tous ensemble et après c'est bon, comme ça. Allez-vous de 1, 2, 3. C'est un héritier de... Bon, en tout cas, moi, ce qui m'a percuté, c'est que j'ai pas lu justement l'interview dont tu parles, Max, où il parle de ses références, etc. Mais clairement, il y a un moment dans les 2 premiers tomes où il y a un combat plus ou moins intérieur, et j'ai fait, mais c'est presque... Enfin, ça m'a rappelé tellement Bleach, mais énormément. Et quand j'ai eu l'interview, j'ai fait, ah bah oui, c'est forcément cette scène-là, c'est celle qu'il a pris dans Bleach quand il va se battre contre son Bankai, là, etc. Et elle est tellement bien faite, ça m'a rappelé tout le bonheur que j'ai eu à lire Bleach, et j'ai fait, putain, il est quand même fort. Il y a un moment que j'adore, donc... on est sur un shonen classique, jeune héros, il se découvre des pouvoirs, il en obtient encore plus et il va devoir défendre la survie de l'humanité. Jusque là, on n'est pas très original. Il y a un moment, mais après c'est le traitement, la façon dont tout est amené, et c'est le traitement qui est intéressant. Le moment moi, qui m'a vraiment fait plaisir, je sais pas pourquoi, c'est qu'il doit s'entraîner, il doit maîtriser son chakra entre guillemets. Ouais. Et l'entraînement pour maîtriser son chakra, c'est mater des films. J'ai trouvé ça génial. Avec beaucoup d'émotions. Oui, c'est ça, pour pouvoir maîtriser ses émotions. Ouais. Et il doit ne rien ressentir en matant des films. Je trouvais ça génial comme idée, comme concept. Voilà, il y a plein de petites idées comme ça que je trouve vachement bien. Moi j'ai énormément tiqué sur les monstres. Je trouve qu'il a vraiment un chara-design de folie sur les monstres, et je trouve que c'est toujours intéressant de s'attacher à la manière dont des dessinateurs de shonen, de neketsu d'autant plus, peuvent dessiner les monstres. Et je trouve que typiquement dans My Hero Academia, il fait très bien ça. Il dessine des bad guys qui sont vraiment cool, et là il dessine des monstres très stylés, vraiment. J'ai envie de les voir, et en plus ils sont très humains, et ça c'est toujours hyper intéressant, et ça c'est aussi très Yu Yu Hakushien, si on peut le dire. Dire que le monstre n'est pas forcément celui qu'on pense, et d'autant plus s'il réfléchit comme un humain, c'est peut-être là qu'il va devenir encore plus terrible. Et non, mais tout ça part très très bien pour le moment. Et le trait de l'auteur sur les scènes d'action, c'est magnifique. Oui. Sur les premières scènes, sur les premières pages, tu fais, oh tiens,
C'est différent, tu sais pas. Tu avances et au bout d'une centaine de pages, t'es totalement dedans. Tu ne fais plus du tout attention aux traits. Et il se stabilise même. Et je pense qu'au fur et à mesure des tomes, comme souvent de toute façon dans le manga, il va EP de ouf. Ouais. Et en plus là, ça sent le manga où le mec il va pas hésiter à prendre des virages un peu dramatiques, tu vois. Ouais, il va là, se faire rappeler à l'ordre. Typiquement dans My Hero, je ne m'attends jamais à un virage dramatique. Là, je trouve que dans Jujutsu Kaisen, t'es un peu en mode pas l'attaque des titans, mais tu sais t'attaches pas trop non plus parce que ça peut partir. Bah non, mais de toute façon, tu le vois tout de suite à la fin du tome 1. Le tome 1 m'a beaucoup surpris à la fin. Et je vous laisse le lire du coup. Mais c'est vrai que. Et le tome 1 ne m'a pas suffi, moi, en revanche, à être totalement convaincu. Mais je pense que pour la plupart des gens, ça suffit pas. Et c'est pour ça que les 2 tomes sortent en même temps, non? Et c'est une très bonne idée de mettre les 2 en même temps. Effectivement, il faut lire les 2 d'un coup. Vu le perso très stylé qui arrive dans le tome 2 en plus. Mais c'est ça qui fait peur aussi, c'est que t'as l'impression que tout arrive d'un coup. Tu fais, mais c'est trop bien, qu'est-ce qu'ils vont faire de mieux pour la suite? Dans les designs, même dans les designs des héros, dans le design du professeur du professeur du lycée qui est très kakashien, complètement. Pour rester dans le chien. Ils ont juste doublé. Ils ont inversé. Mais même ça, tu sens les influences, mais tu sens que c'est pas, enfin que c'est admis, que c'est voulu. Oui, il a picoré. Parce que même le truc d'avoir le démon en soi, c'est plus Naruto, mais en même temps, effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup de bleed dans ce manga et dans l'ambiance, dans ce mix. Oui, il y a plus de Yu Yu Hakusho, donc le mec a picoré. Après, c'est clairement pas une pâle copie non plus. Le mec. Et voilà, c'est ça, c'est pas du tout une pâle copie. C'est ça qui est assez fou. Jujutsu Kaisen, vous avez donc compris qu'on est à fond dessus et on peut que vous encourager à aller dévorer les 2 premiers tomes lorsqu'ils sortiront. L'autre manga qui sortira lui au mois de mars, c'est Chainsaw Man. Chainsaw Man, c'est par l'auteur de Fire Punch, un titre dont on vous a déjà parlé. Fire Punch qui était un seinen, clairement. Très clairement un seinen. Très original. Et qui ne flirtait pas du tout avec l'horreur, qui pouvait l'être. Qui était l'horreur. Qui pouvait l'être totalement. Cet auteur a donc intégré le Shonen Jump, le Weekly Shonen Jump, le vrai, le grand, celui qui sort toutes les semaines, et il a sorti un titre qui s'appelle Chainsaw Man. Rien que le titre, là aussi ça flirte quand même avec l'horreur. Salut, je suis l'homme tronçonneuse. L'homme tronçonneuse. Voilà. Si c'est une référence directe à Chainsaw Massacre, probablement. Je pense, ça y ressemble. De quoi ça parle? D'un jeune homme qui, pour rembourser ses dettes parce qu'il est totalement dans la dèche, est exploité en tant que Devil Hunter, chasseur de démons, avec son propre chien démon tronçonneuse. C'est simple, c'est efficace. On a tous un chien démon tronçonneuse, oui. Et trop mignon son chien démon tronçonneuse. Ah bah oui. Je tiens à dire que ça, c'est la meilleure idée du monde, c'est de faire un truc badass avec un chien tronçonneuse démon, mignon mais badass. Mignon mais badass. C'est-à-dire qu'il pourrait être dans n'importe quel film d'horreur, mais il est mignon. J'adore ça. Il m'a coupé la jambe, mais c'est pas grave. C'est mignon. Chainsaw Man, vous avez été convaincu dès le premier chapitre, dès les premières pages? Moi je dois avouer que j'étais convaincu avant même de commencer. C'est plutôt, j'ai été rassuré en fait. Une des choses que j'aimais énormément dans Fire Punch, c'était cette étrangeté. En fait, pour moi, cet auteur, c'est vraiment un ovni. C'est quasi un Doro Edoro, tu vois, un Kyu Hayashida. C'est-à-dire, il ne fait pas les choses comme tout le monde. Il mélange énormément de choses, et c'était déjà le cas dans Fire Punch, où comme nous-mêmes, on avait pu être surpris en commençant le tome 1, en trouvant que c'était un seinen classique, et dès le tome 2, on s'est dit putain, mais en fait, quelle barge. Et là, c'est exactement la même chose que j'ai eu avec Chainsaw Man, c'est-à-dire il tend avec une histoire classique, mais pas tant en fait, parce que même le héros qui est en galère de thunes et tout, c'est pas si récent que ça. Le mec qui doit limite vendre ses organes pour survivre. Et en fait, plus j'ai avancé, plus je me suis dit, ok, il a gardé sa bizarrerie en fait. Sa bizarrerie, elle est intacte dans Chainsaw Man. Et elle est partout la bizarrerie. Ah oui, ça c'est sûr. Le mec il a jamais connu la confiture, du coup quand il mélange tout et qu'il mange et qu'il fait c'est trop bon. Non mais en fait on a affaire à... C'est marrant que tu dises ça parce que ça c'est assez symbolique justement de l'étrangeté dont parle Cagnard. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette idée? À quel moment tu te dis c'est quoi ce détail? Mon héros va découvrir la confiture. Mais en fait le truc génial. C'est que son héros c'est un enfant qui sort du ventre de sa mère et qui va découvrir la vie. Et à un moment il cherche son objectif et il fait mais ça y est, j'ai trouvé mon objectif.
ça sera les seins. Et du coup, mais quand j'ai vu ça, moi par contre, il m'a fallu le tome 1 en entier pour vraiment être convaincu, parce qu'au début, tu sais vraiment pas où tu vas. Tu fais bon bah ok, il y a du démon, il y a du déchiquetage. Bon bah il va jouer les gentils malgré lui. Puis après, bon bah il va se passer un truc qui fait que il va essayer il va être enrôlé. Il va se faire arnaquer surtout. Clairement, il va se faire arnaquer. Oui, mais comme il connaît pas la vie, il va être comme un petit toutou qu'on va apprivoiser. Enfin, d'ailleurs c'est exactement ça en fait. C'est un petit toutou qu'on apprivoise, et la meuf elle l'a bien compris. Et limite lui-même est content de cette place, parce qu'il a enfin une place. Voilà, et il va pouvoir aussi découvrir la confiture. Et c'est ça qui fait. Par contre, moi il y a quelque chose où, enfin c'est pas qui m'a gêné, mais je demande votre avis là-dessus. C'est que Fire Punch, j'en ai un souvenir assez lointain. J'ai pas tout lu, mais dans mes souvenirs, le dessin c'était pas le même que Chainsaw Man. Est-ce que je me trompe, ou il y a un changement de dessin qui est différent dans Chainsaw Man? Changement, je dirais une évolution. Il y a une évolution pour rentrer un petit peu plus dans les cadres du mainstream, que Fire Punch n'avait pas. Il y avait pas. L'objectif de Fire Punch, c'était pas d'être mainstream, c'était sur le web, c'était sur le Shonen Jump Plus. Du coup, ça peut être considéré comme un shonen, ceci dit, Fire Punch. Mais il n'y avait pas une exigence particulière. À partir du moment où on l'a fait rentrer dans le Weekly Shonen Jump pour des sorties hebdomadaires, il a fallu qu'il rentre dans certains canons, il a fallu qu'il allège son trait, il a fallu qu'il fasse moins de traits même de toute façon, et qu'il fasse quelque chose de plus jump, tout en gardant son style. Ouais, je suis assez d'accord. Elle est là, l'évolution. Je suis assez d'accord. Pour moi, c'est plus de l'adaptation, dans le sens où en plus le cadre de Fire Punch, qui était un monde post-apocalyptique, il pouvait se permettre énormément de choses, vu qu'il y avait quasi pas de décor. Il pouvait se permettre énormément de choses sur les traits, sur les attitudes des personnages. Là, on est quand même dans un truc qui se passe en ville, donc forcément t'as du décor, des murs, Du coup, je pense qu'il fait un dessin qui est peut-être un peu plus minimaliste. Et effectivement, moi ça me plaît un petit peu moins, ce dessin là, mais en même temps, comme dit Max, c'est le dessin qu'il faut. Si tu veux représenter une ville, si tu veux représenter, tu peux pas trop en mettre non plus, pas dans le Jump en tout cas, où c'est des lecteurs plus jeunes quoi. Bah moi j'ai trouvé assez brut sur certains, sur les combats où dès qu'il y a la tronçonneuse, c'est vraiment c'est du hachage et assez brut. Après là où on le différencie facilement de Jujutsu Kaisen, c'est que Jujutsu, ok, il y a des démons, mais les humains ils en prennent quand même pas mal, alors que dans Chainsaw Man j'ai l'impression que c'est surtout les démons, et on va pas te montrer des humains qui meurent pour l'instant. Peut-être pas pour l'instant, ça va peut-être s'installer. Après, la spécificité de cet auteur est quand même de montrer que les humains sont des grosses saloperies. Hein. Et là, déjà dans le tome 1, on le voit quand même que les humains ne sont pas safe non plus, quoi. Donc avant de devenir Chainsaw Man, il y a une grande scène qui le pousse à devenir Chainsaw Man, cet homme avec une tête de tronçonneuse qu'on voit sur la couverture tête et des bras et des pieds. Et la scène qui fait qu'il devient Chainsaw Man m'a beaucoup fait penser à la transformation de Catwoman dans le film joué avec Michelle Pfeiffer. De celui de Tim Burton. Ouais, le défi. C'est ça, quand il y a tous les chats qui viennent sur elle. Oh là là. Et qu'elle se transforme ensuite en Catwoman. Et ben voilà, ça m'a fait vraiment penser à ce moment-là. D'ailleurs, il y a du sang qui coule sur le côté, un peu comme dans le. Ouais, si. Tout à fait. Mais c'était une très belle séquence. Dans le film, ouais, carrément. Et dans le manga aussi. Parce que c'est une résurrection qu'on ne voit pas dans des shonen, dans des neketsu, quoi. Et comme on sait maintenant que cet auteur est passionné de cinéma, enfin on l'a compris en tout cas en lisant Fire Punch, qu'il est quand même passionné de cinéma, ou en tout cas qu'il est de notre génération et de nos films, des films cultes que nous on connaît. Je me dis qu'on aura peut-être pas mal d'hommages, pas mal de petites choses comme ça qui peuvent transparaître dans Chainsaw Man, qui est le petit, voilà, encore un autre petit détail qui me donne envie d'aller plus loin dans ce manga. Après, pour série longue, je suis pas trop convaincu en série longue pour Chainsaw Man. Moi, disons que le seul truc, le seul petit point où j'ai un petit peu plus de doute, c'est sur sa capacité à faire des chorégraphies de combat. Parce que là, pour l'instant, les combats, comme tu dis, ils sont très sanglants, c'est une tronçonneuse en même temps. Tu vas pas faire du combat élégant avec une tronçonneuse, mais j'ai un petit doute sur sa capacité à faire du combat très esthétisé, tu vois. Bah, tu vois, je pense qu'il va plus essayer de trouver des petites nouveautés en termes de mise en scène de combat. Essayer de créer quelque chose, d'inventer, de s'amuser, de se faire plaisir dans les combats, plutôt que de faire des choses très esthétiques comme on pourrait avoir dans Jujutsu. Oui, je pense. Mais en même temps, c'est pas très grave. Honnêtement, de toute façon, ce mec, je lui donne mon argent de base. En tout cas, ce sont deux mangas qui se complètent parfaitement, je trouve. Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man. On en reparlera plus longuement. Voilà, là, on a fait 10 grosses minutes dessus. On a fait 15 grosses minutes dessus. Donc, on en reparlera plus longuement dans d'autres émissions. Donc,
En attendant, on vous laisse évidemment lire les premiers tomes, et puis on reviendra un petit peu plus tard sur Jujutsu Kaisen et sur Chainsaw Man, notre petite doublette de kiff de ce début d'année 2020. Pour les mois de janvier et février, il y a d'autres mangas qui nous ont plu, en tout cas qui ont plu à certains d'entre nous. Je vais commencer par Asadora. Aux éditions Kana. Asadora, c'est le nouveau Urasawa. L'histoire de quoi? L'histoire de Asadora, c'est la ville de Tokyo à la veille des Jeux Olympiques de 2020 qui est totalement dévastée par un monstre cornu. On retourne en arrière, hop, à la Urasawa. Hop, rewind. Direction Nagoya en 1959, la veille d'un énorme typhon, et on découvre Asa, petite fille de 12 ans qui court chercher un médecin pour l'emmener auprès de sa mère, qui est sur le point d'accoucher. Et maintenant, les talents de conteur d'Urasawa vont faire le reste. Et après, il fait le taf. Il fait le taf, et moi j'ai adoré. Ouais, moi aussi. Je pense que je l'ai lu vite, mais je l'ai pas lu vite parce qu'il n'y a pas beaucoup à lire. Je l'ai lu vite parce que j'étais trop impatient de le lire. Ouais, et puis moi je peux même te dire que je l'ai économisé pendant que je le lisais, tu vois. Moi même pas. Tu sais, un tome 1 de Urasawa, mine de rien, c'est pas rien à notre époque. Va peut-être pas y en avoir encore 15 000 des tomes 1 de Urasawa, donc. Monsieur. Non, mais j'en sais rien, mais de base, en le lisant, je me disais, prends ton temps un peu quand même, et histoire de te souvenir la première fois que t'as lu Asadora. On verra si c'est bien, si c'est pas bien, tu vois, j'en sais rien, mais je me suis dit, prends ton temps, souviens-toi vraiment, parce que... Ok, t'étais où alors? J'étais dans mon lit, c'était dimanche, il était 10h du matin, j'avais la gueule de bois, et j'étais en mode genre, prends ton temps, finalement, t'as toute la journée pour avoir la gueule de bois, vas-y, kiffe. Moi j'avais pas la gueule de bois, et j'étais dans le Loiret. Ouais, c'est la gueule de bois, ça. C'est la même vraiment chose. Paumé, quoi. Non, mais paumé, frère. Si tu peux nous aider, là. Alors, moi, j'ai pas autant d'enthousiasme que vous, mais en même temps, je viens de me rendre compte que j'ai carrément fourvoyé cette première page, parce que quand t'as fait le résumé, et je viens de regarder, et effectivement, on voit un monstre cornu sur la première page, oui. et je m'en souviens pas du tout. Et du coup, quand je suis arrivé à la fin du tome, où je me suis dit, putain, tout ça pour arriver sur cette page où on va nous annoncer la suite, en fait, moi, j'ai lu un tome au début où je savais pas... donc t'as raté la première page. Non, mais pour le coup, ça m'a éclipsé. Ça m'a éclipsé cette ombre dans mon cortu. Du coup, je voulais vraiment vérifier. Je me suis mis halluciné. Qu'est-ce que je te disais qu'il fallait prendre son temps? Non, mais j'avoue, parce qu'en gros, bon, ça commence en 2020, on a 4 pages, et après on revient en 1959. Et du coup, après, on a plus ou moins une tranche de vie de quelqu'un qui va affronter un typhon. Et moi, j'ai fait cool, super, mais bon, fil rouge. Et pour moi, c'est toute la dernière page qui a tout fait. Et c'est pour ça que mais du coup, je pense que c'est peut-être ça qui t'a un petit peu perturbé, parce que déjà, ouvrir sur une première page comme ça, je trouve c'est hyper fort. Bon, on l'a décrit pas spécifiquement là. Non, mais elle évoque très 20th Century Boys. Oui, voilà. Elle évoque futur post-apocalyptique et compagnie, tu vois, vraiment. Et direct après, t'arrives à une époque plus tranquille, mais qui va aussi arriver à une autre catastrophe. Du coup, forcément, t'es obligé de faire le lien, genre, mais c'est quoi le rapport? Pourquoi on m'a raconté ça au début? Et en plus, après, il y a vraiment ce truc des personnages. Ouais. Les personnages sont tellement humains. C'est vraiment, il y aurait aucun problème à trouver des acteurs pour jouer ces persos. Sûr. Et est-ce que la petite Asa qui a 12 ans en 59 et qui en aura 73 en 2020, est-ce qu'elle sera encore là? Est-ce qu'elle aura un rôle à jouer? Quel va être son rôle à jouer? Est-ce que c'est elle qui déclenche la fin du monde? Est-ce que c'est le grand méchant? Est-ce que c'est l'héroïne? Moi, c'est tous les mystères que j'adore. Il relance une Century Boys. Mais c'est pour ça. Le tome 1, en fait, tu peux aimer, mais parce que tu envisages une suite phénoménale. Mais là, en tant que tome 1, exactement comme 20th Century Boys quand tu lis le tome 1. Ouais, mais 20th Century Boys, j'avais pas le tome 1, j'avais déjà tous les tomes à chaque fois. Oui. Du coup, justement, alors ne galvaude pas des tomes 1 de Urasawa quand ils sortent maintenant. Parce que moi aussi, les 20, je les ai lus, ils étaient déjà terminés. Je les ai tapés direct, mais là, on a pu se taper un vrai tome 1, comme à l'époque de Billy Bat. Avec et Billy Bat le mystère découverte. Mystère. Et moi, je suis trop friand de mystère. Mais c'est pareil, Billy Bat, tu vois. Il m'a fallu attendre de 3 tomes pour savoir si je voulais continuer ou non. Franchement, tu me donnes juste le tome 1, j'arrête. Mais pour moi, il faut que tu aies 3 à 4 tomes quand tu as un Urasawa pour savoir si tu vas aimer ou pas. Putain, moi j'avoue, c'est direct. Moi aussi, c'est direct tome 1, mais on est peut-être juste des clients de Monsieur Urasawa. Voilà, et les clients des récits à mystère, je pense. Tu vois, moi, effectivement, en tant que gros fan de Lost. Ça n'a pas toujours marché sur moi. Non, moi non plus, bizarrement. Mais je trouve que le mystère, il est pas stylé, tu vois. C'est ça le problème. Le mystère est pas sexy. Donc, j'adore Tom Hanks. Ouais, mais moi je suis client de Tom Hanks. Ah bah oui, moi aussi, oui. Mais pas forcément du Da Vinci Code, parce que du coup j'ai regardé le Da Vinci Code, le film. Putain, je l'ai toujours pas vu, moi. Moi j'ai lu.
Asadora, ça sort là au mois de janvier, donc on vous le conseille à 66,66666%. Ah bah remonte un petit peu vu qu'il vient de changer d'avis. 70%. 70. Deuxième manga qui sort là en ce début d'année, c'est En proie au silence aux éditions Akata. C'est une courte série qui sera en 8 tomes, une courte série qui questionne sur les inégalités entre les femmes et les hommes, un titre qui va poser un regard particulier face aux violences sexistes quotidiennes de la société japonaise. Un manga sociétal, c'est pas courant, surtout que là il tombe en plein dans l'actu, en plein dans ce qui préoccupe beaucoup de gens aujourd'hui. Ouais, c'est pour ça quand tu dis société japonaise, en vrai c'est la société en général, hein, parce que ce qu'on voit dans le manga, pour moi, je suis désolé, mais il y a énormément d'inégalités hommes-femmes partout. Et c'est pas qu'au Japon. Au Japon, forcément, dans les pays asiatiques, c'est beaucoup plus fort. Parce que la place de la femme dans les pays asiatiques, c'est clairement pas la meilleure. Des problèmes. Et ils ont des problèmes. Mais après, quand tu lis ce manga, ça te fait réfléchir sur ton quotidien aussi. C'est pas que tu t'imagines pas ça qu'au Japon, c'est ça que je veux dire. Alors pour moi les personnages sont vraiment très japonais dans leur façon d'agir. C'est pour ça aussi que je parle de société japonaise. Oui. C'est qu'ils ont une façon d'agir que j'ai du mal à imaginer en France. Alors peut-être que je connais pas assez de personnes ou pas ces personnes-là, mais j'ai du mal à imaginer ce qui se passe dans ce manga totalement pouvoir se passer en France. Non, c'est vrai qu'au niveau de l'action des personnages, oui, effectivement, personne ne réagirait comme ça, mais ça te fait poser des questions qui sont par contre universelles, et là en revanche, oui, je suis d'accord. Les questions que ça pose sur ces inégalités et sur le sexisme est très important, et c'est un manga qui va faire débat, et c'est clairement le manga à lire à la maison, à faire passer entre plusieurs personnes pour pouvoir avoir des très longues discussions et des longues réflexions sur le sujet. Et c'est une bonne chose, si c'est un petit peu comme dans le style de tu sais le bouquin d'Akata sur la virginité passé 30 ans, ouais. C'est un truc qu'on a beaucoup fait tourner autour de nous et qui a occasionné beaucoup de discussions, et c'est toujours intéressant ça. Il avait un côté un peu plus documentaire. Ah bah oui, bien sûr. La virginité passé 30 ans, et il n'abordait pas les questions de la société de la même façon, et les mêmes questions surtout. Oui, là on est sur quelque chose de... C'est purement fictionnel. Oui, et puis alors là c'est purement fictionnel, contrairement à la virginité passé 30 ans, et surtout c'est un truc qui concerne vraiment quasiment que le Japon. Ouais. Alors que là on est plutôt universel malgré tout. Et après, ce qui est intéressant, c'est que oui, on parle des inégalités hommes-femmes, et surtout du point de vue de la femme, vu que l'héroïne c'est une prof qui enseigne dans un lycée, mais cette prof donc a subi un traumatisme important, mais on aura le pendant masculin du même traumatisme, ce qui fait qu'on a quand même les deux points de vue qui sont abordés, et c'est ça aussi qui est intéressant. Là on oublie toute la bagarre, on est vraiment... Ça c'est intéressant par contre. Ça peut être intéressant d'avoir les deux pendants, les deux points de vue. C'est surtout que donc, les deux personnes ont subi à peu de choses près le même traumatisme, et t'as la femme qui va incriminer l'homme alors que en vrai, il a subi exactement la même chose qu'elle. Et ça, elle le voit pas tout de suite, en tout cas à travers le tome 1. Et c'est ça que j'ai adoré dans ce manga, c'est que tu te poses beaucoup de questions. Ouais, il y a beaucoup de gris là-dedans, on va dire. Oui, mais de toute façon, c'est bien quand ça permet de faire réfléchir dans beaucoup de sens différents. En proie au silence aux éditions Akata, le prochain s'appelle Birdman. Il est aux éditions Vega, Birdman. J'adore la couverture, une couverture rouge qu'on ne peut pas rater. Ouais. Birdman parle d'ado qui se retrouve doté de super pouvoirs pour... on sait pas encore. pour faire quelque chose. Pour l'instant, on sait pas. Pour voler. C'est un tome 1 qui appelle un tome 2 et qui aurait peut-être dû avoir son tome 2 dans la foulée. Ouais, ça aurait pas été con d'avoir le tome 2 en même temps, parce que bon, moi j'étais comme toi, j'adorais la couve du tome 1, j'aimais beaucoup les dessins que j'avais vus, et effectivement c'est un tome 1 qui prend énormément son temps pour un shonen, mais vraiment, pour installer ses persos, du coup c'est plutôt pas mal, et son perso est assez antipathique, donc c'est assez curieux, parce qu'il critique beaucoup, t'as l'impression qu'il critique un petit peu les héros de shonen, même la constitution de son groupe d'amis, t'as l'impression que c'est aussi une manière de critiquer un peu les codes du neketsu habituel où le groupe se forme. Et il y a une espèce de... il est très bizarre, hein, ce shonen, il y a une espèce de mélancolie de la jeunesse, tu vois. Genre, on aspire à mieux que nos parents, on aspire à mieux que ce qu'on nous impose. Et en fait, tout ce qu'on aimerait, c'est prendre notre envol. Alors, je sais pas si c'est une métaphore... vu que j'ai lu que le tome 1 pour le moment, mais je trouve que y a un côté très
il y a un côté très inspirant et pas spécialement baston. Et vous vous rendez compte, c'est moi qui dis ça alors qu'il n'y a pas de bagarre. Pourtant, a priori, il y a de la baston. Ah oui, il y a de la baston à tire-larigot. Bah, moi, j'ai juste feuilleté, mais. En vrai, vu le niveau du dessinateur, vaut mieux qu'il fasse de la baston parce que. Le dessinateur s'appelle Hiiro bien. Tanabe, qu'on avait connu en France il y a plusieurs années avec un manga qui s'appelle Kekaishi. Mais j'avais lu Kekashi. Mais c'est lui. Mais alors c'est marrant parce que Kekashi, le héros se baladait beaucoup dans l'air avec des cubes. Il se déplaçait et là du coup on est plus sur du vol avec des ailes. Mais ça a pas l'air d'être trop le même dessin par contre. Ça a l'air beaucoup plus. Après Kekashi ça date mine de rien. Kekaishi ça date du milieu des années 2000. Oui, il avait gagné plein de prix et tout. Mais il a dû. Là de toute façon son dessin est affiné un peu comme le dessin de Rumiko Takahashi maintenant. Tu vois, il est plus fin que celui de Ranma à l'époque. Mais Kekaishi qui ferait un très bon manga oublié. Oui, complètement, mais vu que je l'ai jamais lu en entier, je pourrais jamais le mettre dans. Il sera une limited, tu pourrais. Une limited, je pourrais pas. Birdman, c'est le manga avec la couverture rouge aux éditions Vega. Il nous en reste d'autres là sur les 2 premiers mois de l'année. Nyankees, c'est du fighting de chats, du fighting de territoire avec des chats, mais attention, les chats ne sont pas vraiment des chats parce qu'ils sont représentés par des loupards. Ouais. Donc en gros on est dans la rue, on voit des chats qui font et là on se dit c'est des là chats. d'un coup on tourne la page et on voit qu'en fait ils sont représentés comme des loupards qui sont en train de se parler, des comme humains. des furios qui vont se casser la tronche et à la fin de la scène tu vois une petite fille qui arrive et fait mon petit chat, les chats sont trop mignons. et là elle serre un grand monsieur qui devient un chat entre ses bras. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est couillon, c'est très décalé c'est très décalé, mais franchement ça fonctionne. Le mec a réussi à trouver vraiment un bon délire entre forcément les chats et leurs homologues humains se ressemblent énormément forcément, et du coup par contre tous les mecs sont des stéréotypes de personnages de furios, et du coup j'avoue que ça marche, parce que des bastons de chats, j'avoue que c'est un peu compliqué à envisager en termes de découpage vraiment graphique pour des bastons. Là au moins ça se bat, tu vois, et en plus le héros il a une banane, c'est trop cool. Il a une vraie belle banane et non mais franchement c'est con et après j'avoue l'originalité, moi s'il y avait eu que du chat je l'aurais pas mis dans cette sélection, mais c'est vrai que le fait d'avoir une page chat et une page découpage humain, ça marche très fort. Ouais, ça marche bien. Ça donne une petite rythmique un peu sympa. Nyankees, c'est aux éditions Doki Doki. Il nous reste quoi en ce début d'année? Il nous reste Le prix du reste de ma vie. Aux éditions Soleil, l'histoire d'un garçon qui décide de vendre l'espérance de vie qui lui reste contre de la monnaie sonnante et trébuchante, contre des gros bifetons, pour profiter à fond des quelques mois qui lui restera. Mais la suite de ce manga va vous surprendre. On la connaît pas. De façon de le faire façon au début, titre d'internet. Quand tu l'as pitché comme ça, je pensais à du Time Out, mais en fait c'est pas du tout Time Out. Non, c'est pas SF, c'est beaucoup plus poétique. Non, alors poétique peut-être pas, parce que pour moi c'est de la tranche de vie dramatique, mais il n'y a pas de poésie dedans. Le mec c'est un loser, il a pas d'amis, il n'en aura pas. J'adore le mec qui juge la poésie. Ouais, il n'y a pas de poésie là-dedans. Ou alors c'est du merde, comment on appelle ça, c'est du spleen quoi. Oh. Ah mais le spleen est de la poésie malgré tout. Oui, c'est pour ça. Mais effectivement, je me rattrape. On part d'un loser et ce loser va vendre son espérance de vie pensant qu'il allait vraiment gagner beaucoup d'argent, et quand il se rend compte de ce que vaut le reste de sa vie, les 30 ans qui lui restent, il déchante un petit peu, et on va suivre ces derniers mois une fois qu'il a tout vendu, et on va voir ce qu'il va faire de cet argent. Mais c'est ça qui est assez ouf pour moi. En fait, à la fin du tome 1, tu te poses la question toi aussi si tu ferais ça, mais est-ce que tu as le choix quand même entre soit vendre de la vie, soit vendre du temps, soit vendre de la santé? Mais vendre de la vie, ça veut dire quand même que tu vas crever. Si tu vends tes 30 ans, tu meurs dans 3 mois. Alors pourquoi le gars, il a pas juste vendu du temps, comme d'ailleurs son acolyte, parce qu'il va avoir une acolyte qui, elle, a vendu du temps, au moins pour rester vivre. Mais en fait, tu sens qu'en fait, le mec s'en fout. Il veut juste plus vivre, et il se dit qu'avec cette thune-là, je vive 3 derniers mois tranquille. Et puis il voilà. était décidé d'avoir raté sa vie, donc il décide de partir et de faire un baroud d'honneur. Il faut qu'il soit vraiment désespéré pour retrouver l'espoir derrière en même temps.
Bah, c'est ce qui va arriver à mon avis. Et à mon avis, c'est le principe du manga. Je pense que c'est le principe aussi du manga. Ah bah, c'est j'espère. J'espère qu'on va nous dire que en fait il a repris goût à la vie et que ça va finir mal. Ouais, moi j'espère que c'est un peu dramatique à la fin. Quoi. Déjà, je pensais que moi, à la fin du manga, ils allaient faire en fait, tu vas pas mourir, mais d'une certaine façon, tu vas mourir en devenant servant. Mais le servant, en fait, c'est ceux qui ont vendu du temps. Du coup, ça a mis tout à plat ma théorie. Tout ton raisonnement. Du coup, j'étais un peu dégoûté. Mais non, après, c'est assez intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est que t'as son acolyte qui la suit partout, qui lui dit ce qu'il aurait pu faire. Et au final, tu sais tout. Tu fais ah ouais, donc en fait, t'aurais pu faire ça. Ouais, donc ça servait vraiment à rien. T'as bien fait de vendre ta vie. C'est bien. Le prix du reste de ma vie aux éditions Soleil. Il nous en reste un dernier là de ce début d'année. Le meilleur. Oui, il est très bon. The Quintessential Quintuplette. C'est Lovina version moderne, voilà. Ouais. On peut dire ça. Ça y est, on a fini. Comment les premières pages s'ouvrent sur un garçon qui va se marier avec une jeune fille. La page d'après, on voit comment ils se sont rencontrés. Et sauf que on ne sait pas avec laquelle il se marie, puisqu'il rencontre 5 filles quintuplées. C'est vraiment un des pitchs les plus cons que j'ai entendu de ma vie. Mais quand tu le lis, c'est quand même emporté. Mais c'est tellement efficace. Les gars, je vous crois. J'ai tellement dévoré ce manga. Mais bordel, ce que ça a l'air con. J'ai tellement tout enchaîné. Ouais, j'avoue. Ça se lit à une vitesse et tu prends du plaisir à le lire. Et c'est marrant, et c'est couillon, et le héros se fait avoir, et il se fait mener par le bout du nez. Et mais après, on aime ça. Contrairement au héros de Lovina, ou de Negima d'ailleurs, c'est pas un mec naïf ou qui veut faire du bien. Lui, en fait, c'est tout le contraire. Lui, son but, c'est d'intégrer une grande université ou de trouver un super bon job pour aider sa sœur. Il a sa petite sœur, mais en fait il est méchant envers les autres. Il fait ouais, je vais faire ci, je vais faire ça comme ça, et ben ils vont me suivre et puis je gagnerai de l'argent. Mais c'est pas un mec qui a de bonnes intentions, si tu veux. Non, je suis d'accord. Grosse différence, oui. Bonnes intentions, sauf avec sa petite sœur, parce qu'il veut quand même. C'est quand même lui qui va devoir travailler pour faire vivre sa famille, parce que son père est un gros loser qui est endetté. Mais envers les autres, il n'en a rien à foutre. Bah non, il veut protéger sa famille, il veut protéger son clan. Mais sauf que les 5 filles vont forcément plus ou moins faire partie de leur clan, puisqu'il va devenir leur professeur particulier parce qu'elles sont complètement nulles, et que lui il a besoin d'argent et que lui est très fort dans les études, et c'est comme ça qu'il est amené. Oui, elles appartiennent à une famille riche aussi. C'est ça, et qu'il est amené à aller leur donner des cours particuliers, sauf qu'elles ont pas du tout envie d'étudier, que ça va très mal se passer et que ça va nous faire rire. Et chacune est différente, chacune a une poitrine D, enfin tout ça. Oh là là, calme-toi. Et chacune a son caractère évidemment. C'est mieux dit. Le Quintessential Quintuplette, de toute façon c'est un énormissime carton au Japon. Je pense que le battage médiatique devrait faire son boulot, le marketing devrait faire son boulot. Vous allez voir ce titre. Et puis si vous aimez les comédies romantiques, oui, rigolotes, et manga, il nous manquait une comédie romantique et elle est là, quoi. Sautez dessus, voilà. Oui, vous pouvez pas. Voilà, si vous aimez ce genre de manga là, il n'y a aucune raison de ne pas lire The Quintessential Quintuplette. Mais par contre, il y a toutes les raisons de ne pas le prononcer. Oui, c'est ce que j'allais dire. Du coup, faut déjà réussir à le dire à ton libraire quand même. Oui, mais alors, figure-toi que le nom japonais était bien plus compliqué, puisque ça fait référence au prénom des 5 filles qui sont 1, 2, 3, 4, 5 en japonais. Et donc, complexe. Et le nom japonais, en gros, ça signifie les 5 équitablement partagés, quelque chose comme ça, quoi. Ce qui est clairement le nom d'une vidéo porno de hentai, mais pas de soucis à ce niveau-là. Pas du tout. Alors, je sais pas ce que tu regardes, mais effectivement, on n'a pas les mêmes choses, on fait pas les mêmes choses sur Internet, Cagnard. The Quintessential Quintuplette, c'est aux éditions Pika. On parle de Death Note un peu ? En ce début d'année, il y a un petit truc là, on est un peu obligé d'en parler. Death Note revient. Death Note revient avec un chapitre de 87 pages qui se déroule après la fin de Death Note, avec Ryuk qui a encore fait tomber son Death Note. Oh merde. C'est n'importe quoi, le mec. Et le numéro 1 des études du lycée, des tests d'intelligence d'un super lycée, Minoru Tanaka, va récupérer ce Death Note. Et oh merde. Pour 87 pages. Encore un génie, et c'est parti. Voilà, redite, hommage, petit clin d'œil anniversaire. Je sais pas quoi en penser encore. On verra quand on l'aura lu, mais effectivement, je sais pas. J'ai quand même, ça me donne juste déjà envie de relire Death Note. Moi, je vois ça vraiment comme un clin d'œil anniversaire. Tu vois, déjà ils annoncent un chapitre avec une pagination précise, donc tu sais que c'est pas un reboot de la série ou autre. Et je pense, c'est peut-être juste un petit clin d'œil. Et puis les visuels qu'ils ont balancés, j'aime bien la tête du héros. J'aime bien, je trouve qu'il a du style, et moi je vais le lire, franchement. Oui, mais de toute façon on va le lire, mais je suis pas sûr que ce soit
clin d'œil anniversaire parce que en fait les 30 premières pages je crois qu'ils étaient déjà sortis pour l'exposition des 30 ans de carrière d'un des auteurs en juillet, et du coup il y a déjà 30 pages qui étaient passées, donc pour moi, il y a plus ou moins eu déjà un test sur ces 30 premières pages, et là de mettre 87, c'est le test au-dessus pour savoir si on en fait une série. Je suis pas sûr que ça va être juste un truc anniversaire. Tu penses que c'est un... Ah ouais, attends, il y a quand même il y a un demi-tome. Oui, mais ils ont encore Platinum End, c'est pas fini. Oui, mais c'est bientôt fini. Non, je sais pas. C'est pas annoncé, je crois pas. Bah non, ils ont pas du tout. Non, bah le tome 12, d'ailleurs le tome 12 va sortir le jour de la sortie du chapitre. Du coup, ils vont faire les deux d'un coup, mais combinaison oui, marketing. Ouais. Non, mais moi je vois bien une série. Ah ouais, moi j'ai du mal à voir une série, un reboot avec eux qui se remettent dedans. Genre Death Note Air. Non, j'ai du mal à me dire que, en fait, comme ils ont tellement fait leur carrière et qu'ils n'ont plus rien à prouver, j'ai du mal à. Je vois pas pourquoi ils replongeraient là-dedans. Exactement. Moi, c'est exactement la même question que je me pose. À quoi ça va leur servir de revenir là-dedans? Voilà, ouais. Peut-être qu'ils avaient des ressources scénaristiques qu'ils n'ont pas exploitées et qu'ils veulent mettre dedans. Mais justement, moi aussi, je me pose la question. Quand t'as fait Death Note, t'as plus ou moins tout fait en termes de mystère ou de scénario. Déjà, mettre Nier dedans, N. Pour moi, une fois que t'as mis N, je fais bon, bah c'est bon. En vrai, t'as plus rien d'autre parce que tu peux pas tirer sur la corde aussi longtemps, et je vois pas non plus ce qu'ils peuvent faire, mais peut-être que eux ils ont une idée. Parce que déjà pour beaucoup de gens Death Note se terminait bien avant la vraie fin. Ouais, pour moi c'est terminé. La fin de L pour eux c'était déjà terminé, ouais. Et pour beaucoup la suite ne vaut rien, même pour certains. Non, je dirais pas qu'elle vaut rien, mais c'est vrai que tu sens qu'elle est commerciale quoi. Pour certaines personnes là, ils veulent même pas entendre parler de ces derniers tomes. Ouais, je peux comprendre. Ça se dit pas mal. Après moi c'est vrai que je vois ça un peu comme à la fin de Slam Dunk, Inoue à un moment il allait dans une salle de classe et il a fait un chapitre supplémentaire de Slam Dunk qui était visible que sur ce tableau-là, qui a jamais été imprimé ni rien. Photo. Bah, je crois que l'époque ne se prêtait pas forcément peut-être aux photos portables, mais il a fait un chapitre en mode c'est mes persos, je les aime, tu vois. Je fais ce que je veux avec, je fais un petit chapitre. Ah, il est mort. Ah mince. Je ne crois pas qu'il y avait de trucs aussi dramatiques dedans. De toute façon, on vous reparlera de Death Note dans les prochains mois, parce ça nous a tous donné envie, ne serait-ce que de relire entièrement Death Note, ou même peut-être de l'écouter, Joe. Ouais, c'est marrant qu'ils disent ça, parce que c'est vrai qu'il va être en version livre audio. Il est dispo. Il est dispo en version livre audio sur Audible. C'est 12 épisodes de 55 minutes. Oh la galère. Ouais, je pense que c'est assez spécial, mais il paraît en tout cas que ça reprend vraiment le pitch de Death Note, et en plus c'est les mêmes doubleurs que les VF françaises, donc c'est les mêmes personnes, donc au moins ils ont déjà été habitués et entraînés. C'est une tentative auditive. Ah donc, oui, à voir. Franchement, j'ai pas écouté. Je peux pas parler sans l'avoir écouté, mais ça existe. Moi, j'aime bien la démarche du manga en livre audio. Ouais. Tu sais que chez Kazé, ils avaient fait ça avec le roman Promise Neverland. Ils avaient fait une petite promo avec un comédien qui faisait, avec des comédiens qui faisaient les voix du premier chapitre, je crois, ou des premières pages. Oui, ça mais du roman, du coup. Du roman, tout à fait. On enchaîne cette émission, on a pris déjà beaucoup de temps pour nos premiers coups de cœur ou nos premiers conseils lecture. On va faire une petite séquence thriller, polar, policier, enquête. On a mis un petit peu de tout dedans. On aime bien ça quand même. Ouais, après une année 2019 où on s'est bien fait plaisir quand même sur les thrillers, sur les enquêtes, sur les polars, on en voulait encore. Hein. Donc est-ce qu'on va en trouver autant cette année? Je ne sais pas. Il y a des chances. Hein. Alors autant oui, mais aussi bon. Je ne sais pas. Le premier d'entre eux, c'est Doppelganger. C'est l'histoire d'un type qui retourne dans le passé pour résoudre une enquête avec lui-même, avec son lui-même du passé. Ouais. Donc tu vois, Cagnard, toi tu retournes il y a 2 ans pour te donner des conseils et faire des trucs mieux, tu vois. Voilà, c'est plutôt il y a 12 ans. Mais il y a 12 ans, alors. Ouais, j'adorerais voir comment je réagirais à ça. Ouais, tu te ferais le balèque. Allez, c'est bon, casse-toi. Mais je te crois pas, et tu lui mettrais une grosse balayette. Va m'acheter un kebab. Mais typiquement, tu vois, c'est un des trucs que j'ai bien aimé dans ce manga, c'est que cette traditionnelle phase dans les récits temporels où le mec est là, non, j'y crois pas et compagnie, là ça va très vite. Là très vite il dit ok, t'es mon moi du futur, ok, comment on fait pour que ça aille mieux? Et là c'est bien, au moins ça va vite là et on passe beaucoup plus rapidement à l'enquête. Ouais. Le suivant, c'est dans le sens du vent, nord-nord-ouest, aux éditions Soleil. Une enquête assez lunaire d'un jeune japonais en Islande à la recherche de son frère et de ceux qui en veulent à la vie de son petit frère. J'ai adoré ce manga.
j'ai lu, je savais pas du tout ce que je lisais. Ah ouais, c'est Déjà, sûr. je savais pas que je lisais, que j'allais lire une enquête. C'est ça le problème, c'est que tu le sais très tardivement. Moi, je savais pas si c'était un manga où il y avait du pouvoir, si c'était un manga où il y avait juste une tranche de vie. Mais il y a du pouvoir. Il y en a, mais Il y a en fait, de la tranche c'est ça de le vie. problème, c'est qu'au début, il mélange tout, et c'est seulement sur les 20 dernières pages où tu te dis, bon, allez, j'ai choisi, je vais faire une enquête. Et ça, c'est le truc qui m'a un peu gêné. Après, Je pense pas qu'il ait choisi dans les dernières non, mais pages, c'est l'impression que parce ça donne. Il donne quand même plein d'indices tout au cours du manga. Mais je suis d'accord, par contre, qu'il mélange plein de trucs. C'est un manga qui est hyper contemplatif, mais c'est assez agréable. Les pour décors que Ouais, l'auteur il est dessine, elle sait faire ça, mais de manière formidable. Non, je suis d'accord. Ça m'a un peu fait penser à Homunculus chez Tonkam pour le Ah côté bizarre. Le côté bizarre, je comprends pas ce qui se passe en fait. Et les persos n'ont pas des réactions classiques de personnages de manga. Moi, je suis comme toi. Hein, là, je suis parti. C'est bon. Je suis parti pour ce manga. Je lis la suite. Ouais, Vous avez peut-être connu j'attends, l'auteur avec Dans le monde de Ran. Je crois que c'était ça, son manga précédent. Dans le sens du vent, nord-nord-ouest, un nom improbable en tout cas pour un manga. Nord-Nord-Ouest. Aux éditions Soleil, je vous le conseille fortement en tout cas au moins de l'ouvrir pour voir si les dessins vous plaisent. Ah, c'est beau. Et alors moi j'ai tout de suite été scotché par les dessins et j'ai trouvé ça très très beau. Ouais, d'ailleurs, il nous a dit, waouh, c'est beau. Exactement. Texto. C'est vrai que j'ai vraiment dit ça. Oui, il dit ça. Je vous ai envoyé une photo en disant regarde, c'est trop beau. Je savais pas encore de quoi ça parlait. The Killer Inside aux éditions Kiun, c'est le suivant. L'histoire d'un jeune homme, fils d'un célèbre tueur, qui enquête sur lui-même pour remplir les vides de ses amnésies récurrentes. Et ils enquêtent beaucoup sur eux-mêmes en ce moment là. Ouais, ils se c'est regardent beaucoup. tendu. C'est souvent. Imagine si le tueur c'est toi. Ouais. Eh ben, Bah c'est un peu le pitch de ce c'est un manga. peu le pitch de ce manga là. Et moi, sur les trois, j'avoue que c'est mon préféré. Et parce qu'en plus, je m'en suis rendu compte qu'à la fin du tome 1, il a un côté très My Omiro. Très. Oui, mais dans le sens moins bené. Moins bené, mais je vais devoir me démerder. Tu vois, je suis dans une embrouille et j'ai pas spécialement fait grand chose pour y être, mais je suis dans une embrouille maintenant, donc j'assume. Et c'est très prenant et très drôle, bizarrement. Bah, contrairement à My Hero, justement, c'est pas trop centré sur la comédie. Hein. C'est vraiment plus sur le serial killing. Ouais, mais il y a quand même et pas les mal trucs de vannes assez dedans. gore. Ce que je trouve toujours étrange dans les thrillers manga de mettre de l'humour. Là, ça marche. Et en plus, même avec le graphisme du mec, il arrive à faire des vraies séquences drôles. Moi, c'est mon petit chouchou, celui-ci. Et après, on sait vraiment pas si c'est lui, par contre. Moi, je suis sûr que c'est pas lui. Ça s'appelle The Killer Inside. Aux éditions Mana Books, il y a Steins Gate. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom puisque Steins Gate c'était un animé ou un jeu vidéo. Et puis bah là, c'est une aventure autour du voyage dans le temps qui reprend l'animé. Encore un thriller temporel. Encore un non, mais thriller qui temporel. reprend au final le jeu vidéo parce que c'est le jeu vidéo Oui. qui est sorti en premier en 2009, en même temps que le manga, mais c'est quand même le jeu vidéo qui prime et ça reprend la même trame que l'anime et que le jeu vidéo. Donc si vous avez aimé l'un ou j'adorais, l'autre, ouais. vous devriez aimer ce manga. Si vous n'avez pas aimé ou que vous ne connaissez pas, le manga il est un petit peu plus fouillé que Ouais, l'animé. il est dur. Je pense qu'il faut quand même commencer par l'animé, sinon on se plante. Après, ce qui est bien, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il est pas sorti avant. Parce que ce manga, il a quand même 11 ans. Et je pense que c'est la bonne période pour le sortir, vu que l'animé est passé. Mais c'est vrai que s'il était sorti il y a 10 ans, je pense que ça aurait fait pouf, une flaque dans l'eau. C'est peut-être pour ça, alors que personne n'avait sorti à ce moment-là. Le dernier manga de cette liste, c'est une création des éditions Kiun. C'est un manga qui s'appelle Guess What. Nous sommes dans une cité post-apocalyptique où la terreur fait rage et un héros du peuple est là pour faire face à l'oppression. Guess What, c'est son nom et il va taper tout le monde. Et il tape fort. Avec une barre de fer. grosse barre de fer. C'est un héros avec un masque à gaz et une barre de fer. On est bien sûr du anti-héros bien casque. sale là. Ouais. Et malheureusement, tu vois, cette punchline que tu viens de donner, je trouve qu'elle résume totalement le manga. Ah bah, C'est-à-dire le qu'il y a tome rien 1, de c'est plus, Bah, malheureusement. pour l'instant, le tome 1, il est pour le vraiment... moment. Mais j'avoue que j'ai été... j'ai été un petit peu genre oui, canalise-toi, je sens que t'as envie de donner plein de choses dans ton manga, mais là t'en as donné beaucoup trop et t'as beaucoup trop misé sur le style et pas assez sur le contenu. Mais à voir, parce que je vais vraiment lire la suite. Hein. Oh, oui, parce que le style est vraiment bien. Ouais. Je veux dire, le manga est stylé. vraiment. Quand tu le lis, t'as des belles bastons, t'as des bonnes scènes. L'affrontement avec la fille et lui, il est assez génial. Même le dénouement de l'affrontement est assez formidable. Un manga très, très cathartique. Et
Et ça envoie du lourd. Effectivement, après, il n'y a pas encore de propos pour l'instant. Bah pour moi, au niveau du dessin, c'est vraiment assez ambivalent. Il peut faire des trucs super, mais magnifiques, comme des trucs merdiques. Il a pas le temps, le mec. Hein. Bah non, mais franchement, il y a des plans, je me suis demandé, mais qu'est-ce que t'as fait là? Et d'autres, tu fais putain, on dirait du Jackals quand il fait du combat, etc. Et il y a vraiment les deux. J'ai vu les deux facettes dans ce tome 1. Mais c'est important dans un manga de savoir alterner les temps forts et les temps faibles. Mais je suis d'accord que c'est le genre de manga, il va falloir lui donner un petit peu de temps, je pense. Là, il est un peu sur un tome 1, il est un peu mûr, mais je suis sûr qu'arrivé à son tome 2 ou 3, il aura déjà un peu plus synthétisé déjà son background qui nous a très peu donné, le message qu'il veut envoyer. Je suis sûr que d'ici le tome 2 ou 3, ça va se régler un petit peu tout ça. Mais il faut que le public suive. Parce que c'est une création. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Comme c'est une création, c'est pas la mentalité japonaise, on va dire, qui est moulée dans le carcan. Donc là, à mon avis, il va sortir un peu de tout ça. On passe aux dragons. Parce qu'il y a beaucoup de dragons, des dragons et de la fantasy. Il y a surtout Drifting Dragon qui va arriver au mois de mars. Un voyage à bord d'un dragonnier, le Queen Zaza, pour une aventure totalement steampunk. C'est un manga culinaire. C'est un manga culinaire. Et un manga d'aventure. Ouais, plus culinaire qu'aventure. Non, il y a les deux quand même. Mais il est culinaire comme les premiers tomes de Hunter, tu vois. Ouais. Il y a de l'aventure quand ils vont chasser. Après, ils bouffent, ça donne faim et tout. Mais c'est principalement culinaire pour le moment. Et là, on mange du dragon, c'est très étrange. Ouais, j'étais triste. Moi, c'est ce qui m'a rebuté dans ce tome, c'est que moi, les dragons, je les vois comme des animaux, en tout cas mythiques, ou en tout cas des entités mythiques. Ça, hein. Mais tuer un dragon et le bouffer, je trouvais pas ça. Enfin, c'était pas mon kiff. C'est ce que t'as regardé The Witcher et. Ouais, peut-être aussi. Moi, j'avoue, le manga, il m'a donné la dalle. Hein. Ah oui, par contre il donne faim, mais je dis la pauvre petite bête, elle a rien demandé. Sachez aussi que l'animé arrive sur Netflix au mois de mars et on devrait en entendre parler en tout cas. De Drifting Dragon. Curieux de la suite. Curieux. Encore du dragon dans Le Dragon et la nonne. Ça y est que moi qui l'ai lu. L'histoire d'une nonne qui va se faire qui va être sacrifiée, mais avant son sacrifice, elle veut absolument apprendre la magie du ménage à son bourreau qui est un dragon. C'est complètement what the fuck comme pitch. Mais sans rigoler, moi j'ai adoré ce titre parce qu'il m'a fait marrer. En fait, la nonne, elle veut vraiment se faire sacrifier pour le bien de son village. C'est vraiment son but ultime. Et elle est pas malheureuse d'être sacrifiée. Juste, elle a horreur d'être sacrifiée dans un taudis et elle veut qu'il fasse les ménages avant que ça se fasse. Le problème, c'est que c'est vers sa dernière volonté, quoi. C'est un peu sa dernière volonté. Donc elle va lui apprendre à faire les ménages, elle va lui apprendre à faire les vitres, elle va dire regarde, si tu craches dessus ça brille. Enfin bref, au début tu te fais c'est un peu what the fuck. Ça c'est une phrase de film porno, mec. Pas du tout. Pas dire ça comme au début ça. c'est un peu what the fuck. Tu n'arrêtes pas, Cagnard, de parler de hentai et de porno aujourd'hui. Ouais, c'est ce qui t'arrive. Je vais faire une émission hentai bientôt. Ah bon? Ah oui, je crois. D'accord. Bon, en tout cas, le dragon et la nonne, au début, tu te dis, bon, bah, ça dure un chapitre, mais en fait, ça dure tout un tome. Et tu sais pas trop où tu vas aller sur cette lancée. Mais en tout cas, le premier tome, moi, m'a fait marrer. Vous avez encore beaucoup de fantaisie, évidemment, dans les kiosques, non, dans les librairies en ce début d'année, puisque la fantaisie reste un genre phare. Sans dragon, nous, on a remarqué Alpi the Soul Sender. Mais plus tard dans l'année, du coup. Tout à fait, un peu plus tard dans l'année. Et puis encore plus tard dans l'année, puisqu'on n'a pas encore de date. Ça devait sortir là au mois de février. Et puis finalement, ils ont décidé de repousser ce titre aux éditions de Chateau. Il y aura Dragon Metropolis. Et alors là, je ne crois pas qu'il y ait des dragons, mais que c'est la ville qui s'appelle Dragon. Oui, d'accord, on en parle juste parce qu'il y a Dragon, quoi. Bon. Oui, tout à fait, c'était pour faire une thématique Dragon dans cette émission. On va faire plutôt maintenant une thématique réédition parce que, alors maintenant c'est bon, nous sommes dans un monde où le manga a vécu pendant plus de 20 ans, donc on peut rééditer des titres. C'est clair. Et on peut s'adresser à nous de 15-16 ans, genre, les gars, c'est fait maintenant, c'est bon, tous les titres sont dispo, les gars. Et on peut les réacheter encore. Et on peut les réacheter à plus cher. Et dans le sens original. Et en euros, parce qu'avant on les achetait en francs. C'est ça. Non mais c'est un truc de fou. Donc quelques retours de ce début d'année. On a Chobits. J'étais fan de Chobits. Ouais, j'ai adoré moi. Mais attends, mais ils ont déjà fait une édition en plus. Ouais, il y a eu une édition un peu de luxe de mais là Chobits, ça fait partie du cadre des 20 ans des éditions Pika. Ouais. Mais tu sais que Chobits, moi, c'est un des premiers mangas qui m'a choqué. Genre, on était au lycée avec un pote et on lisait tous les deux des shonen, tu vois, de ouf. Et on va à la Fnac une fois et on se dit, vas-y, tu sais quoi, viens, on lit un seinen, tu vois. Et il en prend un, j'en prends un. Moi, je prends Gantz, il prend Chobits. On le lit chacun de notre côté et on retourne se voir et on se dit, ouais, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Mais surtout Gantz, quand il se tape la meuf dans le couloir. Toi, c'est encore début, pire. Chobits,
Ouais, mais Chobits, ça va, il lui plante. Il y a un câble USB juste pour la recharger. Mais Gantz, c'est chaud, quoi. Ouais, mais c'était mignon ce truc de trop tôt. On reviendra, on repassera, vous inquiétez pas. Écoute, j'ai quasiment vu cette scène dans une Fnac il y a 1 ou 2 semaines où je vois 2 petits de 10-12 ans qui passent devant le manga. Puis tu sais, puis ils font ça j'ai lu, ouais, ça je connais. Comme font les petites 12 ans. Et puis il y en a un qui fait ça j'ai lu, c'était pas mal. Ouais non, c'était trop mort, c'est nul, faut pas lire ça. Et il montrait genre un shoujo ou un truc comme ça. Ça m'a fait rire. Voilà. Avec le petit gentil qui disait si c'était bien. Et l'autre, faut pas lire ça. Non, mais c'est pas bien ça. Ça m'a fait rire. C'est pas bien pour toi. Dans les rééditions, on a Eureka pour le plus grand plaisir de ouais, enfin, on n'a jamais eu la fin en fait, et je suis tellement content qu'ils rééditent. Par contre, je sais pas comment ils vont le rééditer, donc j'ai aussi une appréhension là-dessus. Et dans des box que tu peux précommander. Ouais, mais bon, au moins j'espère qu'ils vont garder la traduction originale, et après je vais voir si je peux avoir les box sans avoir à racheter tous les mangas. Ouais, c'est ça qui devient chiant si tu dois refaire la collection entière. Ouais. Je pense que tu dois refaire la collection entière. Mais ça va, je suis pareil. Les années ont passé. Moi, j'ai toujours trouvé que ce manga était à chier, donc bien fait pour ta gueule. Arrête, je l'ai lu. Mais bien sûr que je l'ai lu. Mais qu'est-ce que t'as pas aimé? Mais c'est nul. C'est parce que toi, service. Mais non, mais toi, tu jouais pas au MMORPG. Tu sais pas ce que c'est de t'inclure dans un monde, d'être dans une guilde et de vouloir être un personnage et d'être tout à la fois, d'être Monsieur Alpha. C'est ça que t'as pas aimé en fait. Eureka. T'as jamais été bon en jeu vidéo. C'est vrai qu'il est vraiment naze en jeu vidéo. Ça, c'est Eureka est aux éditions Meian. On passe à Madame Takahashi, Maison Ikoku, Urusei Yatsura. Forcément, elle est invitée à Angoulême, donc tous ces mangas ressortent. Ouais. On l'attendait avec impatience et c'est désormais réalité. L'autre nouveauté, l'autre réédition qui m'a surpris, c'est la réédition de Old Boy. Oui, j'avoue que celle-là, elle est sortie de nulle part. Oui, jeune éditeur, Naban Édition, ils ont décidé de rééditer Old Boy. Ils font aussi un petit financement participatif qui est plus pour des précommandes que pour financer la fabrication du bouquin, parce que ça ils ont déjà tout calé, mais ils font un système de précommande avec quelques primes sur Kiss Kiss Bang Bang, je crois. Ouais, non, je suis pas sûr. En financement participatif, de toute façon vous cherchez Old Boy financement participatif, vous allez trouver. Mais ça me fait kiffer, j'ai vraiment bien envie de participer à tout ça, moi. Old Boy, donc, c'est le manga qui a donné les films que vous connaissez peut-être. Le film de Park Chan-wook. Ah, c'était pas un film avant ? Ben non, moi c'est ça que j'ai découvert à l'époque, c'est que moi j'ai découvert le film Old Boy parce que c'était la sensation du cinéma coréen, et peu de temps après j'ai découvert qu'en fait c'était un manga qui était déjà sorti en France. Qui était déjà sorti, mais je ne savais pas. C'était comme Crying Freeman, tu vois, je l'ai découvert en film. Ça, je savais. Et après j'ai découvert que c'était un manga, donc du coup je suis vraiment curieux parce que je n'ai jamais lu le manga et que le film Old Boy est un de mes films préférés. À Toronto. Moi j'aurais même adoré qu'ils sortent tout d'un coup, tu vois, là ils sortent tout dans l'année, mais j'aurais bien aimé qu'ils sortent les 5 d'un coup, comme ça j'aurais tout honnêtement acheté. J'aurais mis le billet, les 5 d'un coup je l'aurais mis. Les billets. Oui, les billets du coup. Parce que si t'as un billet de 500 balles... J'ai un très gros billet, après ça faut le savoir. On enchaîne les rééditions en ce début d'année, il y a Parasite aussi, on en reparlera un petit peu plus tard dans l'année de Parasite, mais quel merveilleux manga. On est content. Aria, The Masterpiece, ça aussi c'était une réédition attendue, c'est tellement beau. Alors ça je savais pas du coup que c'était, pour moi c'était la première fois qu'il sortait ce manga, je l'ai pas vu. Non, c'est une réédition et tout n'était pas sorti en France. Et là c'est un plus grand format du coup, c'est ça ? Là c'est une nouvelle édition dans un plus grand format, mais cette fois tout sort en entier. Ah oui, parce que c'était sorti chez Camille à l'époque, et c'est vrai qu'ils s'étaient arrêtés très tôt. Je crois qu'ils avaient fait que 7 volumes. Comme pour Eureka finalement. Ouais, non, Eureka il y avait quand même 23 tomes. Là, toi, ils sont arrêtés alors que c'était totalement le début. Oh Camille. Bon, là avec Kyun, on sait que ça va sortir, ce sera un grand format, ce sera du beau papier, on sera content. Et on sait que ça ira au bout. Ouais. L'autre manga qui est réédité, alors ça c'est une réédition étrange, c'est les légendaires. C'est tous les légendaires qui est réédité mais refait aux versions manga par Guillaume Lapère. Je trouve ça marrant comme façon de faire. Du coup, c'est pas vraiment une réédition, c'est une adaptation. C'est la même histoire, quoi, qui est réadaptée. Alors, il y aura quand même des divergences par rapport au scénar de la bande dessinée des légendaires. Ça va pas être exactement la même chose, parce que pour le lecteur des légendaires, ça sera un peu chiant, je pense, de juste relire la même chose. Va y avoir quand même pas mal de virages, on va dire, scénaristiques. Les légendaires, ça sera aux éditions Delcourt. Il nous en reste un dernier, Captain Tsubasa. La version SD, tu sais, vous vous souvenez de Dragon Ball SD ?
Oui. Et bah voilà, là il y a une sorte de Captain Tsubasa SD, enfin je sais pas exactement ça, mais c'est Kids Dream, c'est la version refaite plus moderne. Parce qu'ils ont fait aussi Rock Lee SD, c'était pas. Non, c'est pas pareil ça encore. Là c'est tout Captain Tsubasa comme on connaît, mais une nouvelle version. Voilà. Bon, c'est ok. juste pour Avec toucher... des enfants. Ah oui, c'est les mêmes. Oui, c'est pour toucher un nouveau public. Voilà. Comme l'Attaque des Titans. C'est un reboot, comme les légendaires si tu veux, sauf que c'était déjà un manga. Ils reprennent. Ils rebootent tout. Et on a toujours. Alors moi je me pose une question. Ça fait déjà 2 ans qu'on se pose cette question, je pense. On n'a toujours pas Full Metal Alchemist réédité. C'est vrai. Il n'y a pas de nouvelles de Full Metal depuis quelques années. Mais ils en ont fait une, c'était quand l'édition double là. Ah, il y a eu l'édition double, mais au Japon, il y a eu d'autres éditions. Ah, tiens, ils pourraient nous la donner quand même. Et même, il n'y a pas eu d'actualité récente, alors qu'il y a eu le film sur Netflix. Il y a la fin de Silver Spoon. Oui. C'est une actu, tu vois. C'est une actu, elle mais pas termine sur Silver Full Metal. Spoon, donc elle va peut-être avoir du temps pour reparler de Full Metal Alchemist, je sais pas. Non, mais surtout, c'est que l'édition existe au Japon, donc pourquoi elle n'est pas sortie en France? Tout à fait. C'est surtout ça. C'est ça. Parce qu'il y a une autre édition qui existait au Japon depuis longtemps et on l'a enfin. Mais ça, c'était pour des problèmes de droit qu'on ne l'avait pas. Je parle de Shaman King. Ah oui. Shaman King, ça y est, c'est la réédition, la suite qu'on attendait. Bon, évidemment, vous savez qu'on va faire une émission entièrement dédiée à Shaman King. Donc là, on va passer très rapidement. On va y aller vite. Lisez-le. C'est bien, voilà. On est content, on est heureux. Pour la petite histoire, si c'était pas réédité avant, c'est que Hiroyuki Takei au Japon a changé d'éditeur. Il est passé de Shueisha à Kodansha. Donc il a fallu attendre la fin des droits, la fin des contrats pour renégocier et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'on a dû attendre un peu plus de temps que prévu pour avoir une réédition de Shaman King. Mais ça va bastonner Shaman King, puisque là du coup on a la fin, la vraie fin, et puis on a toutes les suites qui vont, enfin au moins une suite qui va sortir. Et si ça marche bien, je pense que toutes les suites sortiront. Moi je suis surtout très pressé de la suite. Hein. Ouais. Shaman King Flowers. Ah ouais, celui-ci, c'est en plus on a vu quelques designs quand même et tout, ça a l'air. Il n'a pas perdu la main, si je peux dire. Aucune. Qu'est-ce qu'il nous reste cette année à voir? Il nous reste des mangas qui sont annoncés mais qui vont arriver plus tard dans l'année. Je pense à Actage aux éditions Kiun qui prépare une grosse année, hein, Kiun quand même. Ouais, chaque année t'as l'impression qu'ils vont en faire encore plus. En plus. Ouais, non, mais l'année prochaine, qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi je dirais que c'est un peu les Mashima du manga en fait. C'est des marronniers quoi. Kiun 100 Years Quest. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Actage, c'est encore un manga du Weekly Shonen Jump, un manga qui nous plonge dans les coulisses du monde des acteurs et qui met en scène la possible éclosion d'une future star. Ne m'intéresse pas du tout, mais j'ai vu l'engouement sur les réseaux sociaux. Ça veut dire quelque chose. Au moment de l'annonce, il y a eu tellement de retweets que ça veut forcément dire quelque chose. C'est un manga à suivre, c'est un manga à découvrir. Il est plus clivant qu'un Jujutsu Kaisen. Il est moins grand public évidemment, mais il est quand même grand public. Il est calibré Jump. Tu vois, ça malgré tout, ça reste une clé assez forte. Il y a un autre titre qui est très calibré, c'est Shadow House qui va sortir aux éditions Glénat. L'histoire d'une poupée qui vit dans une maison pas comme les autres, elle vit chez Monsieur et Madame Shadow, tu vois, entre guillemets. L'ombre. Nous sommes des ombres. Et c'est une poupée qui est animée, mais qui va découvrir qu'elle peut éventuellement avoir une conscience, avoir conscience d'elle-même, avoir une âme. C'est très spécial comme manga. Bah là, rien que ton pitch est spécial. Alors. Mais c'est intriguant en soi. Ah, Shadow, mais même la couverture, vous verrez, regardez les Shadow House, ça se prononce comme ça se prononce, ça s'écrit comme ça se prononce, c'est ça que je voulais dire. Regardez les designs, vous allez voir, même ça, c'est très étrange. Ouais, ça sent le gothico. C'est totalement gothique. Ça devrait vous inspirer, je pense. Mari Yamazaki sera de retour chez Casterman cette année avec Olympia Kiklos. Autre titre très attendu, Maria Yamazaki, c'était Terma Romae. Vous vous souvenez peut-être de ce manga qui avait aussi bien fait parler de lui à l'époque. Là, on se retrouve non pas avec un fan de terme, de bain, là on se retrouve avec un champion grec qui va être propulsé au cœur des Jeux Olympiques de Tokyo de 1964. Mais pas un champion de sandwich grec. Non, un champion. Non, quand je dis un champion grec, c'est un sportif. Parce que là, mais du coup, je me suis imaginé le manga de ouf sur le mec qui fait des kebabs. Ça m'inquiétait pour le scénar que je prépare depuis 2 ans, du coup. Ça va être génial. C'est bon, je l'ai toujours. Ton récit temporel sur les kebabs va être super. Merci, version hentai en plus. Non, mais voilà, forcément, c'est une attente vu le succès qu'avait eu Termo Romae. Le nouveau titre de Mari Yamazaki va aussi faire parler de lui. Puis là, c'est marrant de voir ces gens qu'on imagine comme des statues, puisque les seuls qu'on connaît sont des statues dans les champions olympiques grecs, qui va se retrouver à Tokyo en 1964. Alors que les gens parlaient comme ça, tu vois.
C'est ce que j'allais dire. Mais en japonais. Il parlait pas comme ça. Au Japon, si, il parlait comme ça, évidemment. Ouais, viteuf. Avant de terminer cette émission, qu'est-ce qui nous reste qui n'est pas sorti, qui n'a pas été annoncé? Au Japon, il y a le nouveau Takahashi, Mao. Ouais. Ça n'a pas encore été annoncé. Ça m'étonnerait pas que pour le festival d'Angoulême, je précise que nous enregistrons avant le festival d'Angoulême, ça m'étonnerait pas que pendant le festival d'Angoulême, Mao soit annoncé. Bon, c'est-à-dire que toutes ces nouvelles séries ont été signées. De toute façon, il y a peu de chances que celle-ci soit pas signée. Oui, et ça fait plaisir. Mais je pense que du coup, ça va sortir cette année. Je pense qu'ils vont profiter de l'engouement pour sortir cette année, évidemment. On va voir. Autre titre qui fait beaucoup parler de lui, c'est un titre Jump Plus, c'est Spy Family. Le gagnant, effectivement, tu soulignais ça, Johnny, le gagnant 2019 des Konomanga Gasugoi, un titre qui va faire beaucoup parler de lui, qui fait déjà beaucoup parler de lui au Japon, puisqu'il est régulièrement dans le top des ventes. Spy Family, c'est un shonen étonnant, puisque le héros est un adulte, et ça, c'est pas toujours le cas dans les shonen. Plus qu'un adulte, c'est même un faux père de famille, puisque c'est l'histoire de lui qui est espion et qui va devoir adopter une petite fille pour accomplir sa mission, et puis finalement se mettre en couple avec une autre jeune femme pour continuer à accomplir sa mission. Donc ça fait une famille d'espions. Et c'est assez rigolo, je vous le conseille aussi fortement si ça sort en France, et je miserai une petite pièce. Quand même, parce qu'il a fini, donc c'est sur le top 10 de 2020 là, de Konomanga Gasugoi, il a fini premier, sachant que dans ce top, il y a quand même Chainsaw Man qui a fini 4ème, il y a Demon Slayer qui a fini 6ème, donc il y a quand même des grosses pointures, et il a fini premier celui-ci. Il a fini premier, et surtout, il est attendu, et comme il y a assez de tomes là, a priori sortis au Japon, il y a moyen que techniquement, ça sorte cette année. Potentiellement dans un futur très proche. Voilà, il y a des chances que Spy Family sorte cette année. On n'y mettrait pas non plus un bras entier à couper, mais un doigt. Moi, je mets un doigt. Moi, je miserais même pas sur le pitch, que je trouve inintéressant, mais je le vois tellement de fois cité sur Internet que c'est la même chose. A priori, il y a un truc sur avec Internet. Ce titre. Enfin, dans la rue à la base, maintenant sur Internet, oui. T'es de plus en plus enrhumé, Cagnard, dans cette émission. On te sent tomber. On dirait qu'il va pleurer. J'ai chopé un virus. On dirait qu'il va pleurer en disant ça. Pour Cagnard, on va accélérer la fin de cette émission. On en parlait déjà l'an dernier. J'ai peut-être pas mis de doigt à couper, mais je pensais que Demon Tune allait sortir. Le nouveau manga de l'auteur de Bloodlad. Il n'est pas sorti, alors du coup je le redis pour cette année. Sortez-le. Je pense qu'il va sortir. Il y a le nouveau manga de l'auteur de Maggie. Ça, je pense qu'il y a moyen que ça sorte. Orient. Ouais. De toute façon, on l'aime cette autrice. Je suis d'accord, on l'aime. Et ça, je pense que ça va pas sortir, mais j'espère quand même que ça sorte en 2020. C'est la suite de Kenshin. Ouais. C'est-à-dire que faudrait que Glénat. Mais c'est bizarre, pourquoi c'est pas encore sorti? J'en sais rien. Parce que c'est quand même. Oui, mais c'est bouclé, tu vois. C'est un risque malgré tout de sortir une suite de Kenshin. Je sais pas, ou peut-être qu'ils attendent qu'il y ait plus de tomes. Je peux pas dire. T'as peut-être un truc de collection aussi. Ils ont sorti une deluxe de Kenshin. L'édition normale de Kenshin, elle est vieille. Donc est-ce qu'il faudrait pas refaire tout Kenshin Ils ont déjà fait la perfecte édition, ça va. Bah oui, je sais pas. Non, mais il y a des plein de questions. Voilà. Et puis quelques news pour finir. Je te laisse la parole, tiens, Johnny. Ouais, mais il y a trop de news. Je pense que j'en ai sélectionné 3 parce que en fait, à la base, j'avais une tartée de news. Je vais vous en prendre 3. On va prendre Beastar, donc la fin qui est bientôt annoncée au Japon. Il y a quand même plus de 17 tomes. Il y a la série animée qui arrive sur Netflix le 13 mars. J'aime bien parce que Beastar, c'est genre le manga que la 5DC n'aime pas. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que qu'on tout est le monde. Les seuls à ne pas encenser ce manga. Mais c'est parce que vous avez lu combien de tomes? 2. Et ben voilà, et tout le monde s'accorde à dire que à partir du tome 3, tout le monde s'accorde à dire que c'est un truc assez incroyable. Non mais après c'est pas suffisant au tome 2, je vais pas continuer en fait. Pour moi, j'ai vu, c'est quand même une longue série et je vais lire les 8 premiers tomes pour être sûr. Donc voilà, après dans les news, One Piece est toujours le manga le plus vendu au monde avec 460 millions de tomes. J'ai d'ailleurs un top 15 à vous proposer, mais vu le temps qu'on a, je vais vous juste on va faire un top 3. Tu peux le faire. Un top 3. Allez, fais non, ton top. C'est trop long. Bon d'accord, qui y a dedans pour vous? Ah non, pas comme ça. Si, comme ça. Il y a One Piece,
Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un manga obscur de sport qu'on connaît pas en France? Est-ce qu'il n'y a pas IQ? Il y a Est-ce qu'il n'y a Slam pas Dunk, ouais. Kuroko, Slam Dunk Non, mais il y a Slam Dunk. On a pris le plus obscur. Bah, ce qui est assez incroyable avec Slam Dunk, c'est qu'il est dans ce top, mais qui est 6ème de ce top. Il a été vendu à 157 millions d'exemplaires, ce que je trouve assez énorme quand même à travers le monde. Je dont pensais pas. 145 millions au Japon. Ouais. C'est juste ça en fait qui est fou, c'est que c'était tellement énorme les ventes de Slam Dunk dans les années 90 au Japon. Enfin, c'est des chiffres qui sont phénoménaux. Pourtant, il n'y a pas tant de tomes que ça. Hein. Ouais, mais c'est pour ça que c'était phénoménal, les ventes de Slam Dunk. C'était un vrai raz-de-marée à l'époque. Et si on l'avait eu en France en même temps, si on avait eu ce raz-de-marée en France en même temps, on serait encore plus avancé pour la cause du manga. Bon, moi, ce qui m'a surpris, c'est le 8, c'est Pokémon. Je sais pas ce qu'il fout là, mais Pokémon est là. Non, mais si, c'est normal, il y a beaucoup de générations. Pokémon. Oui, mais pour le coup, t'as l'impression que toutes les ventes sont en France, mais sont au Japon, pardon. Bon, en deuxième, Dragon Ball. Normal, 335 millions. En troisième, Naruto, 250. Normal. Et en quatrième, Gogo 13. Bon. Normal. Voilà. Entièrement au Japon. Ok. Et t'avais peut-être une dernière news. Allez, avec dernière, un petit bouquin, un ouvrage qui va nous faire plaisir. Que j'ai déjà commandé, que j'ai précommandé d'ailleurs, parce que c'est Pika Édition qui fête ses 20 ans cette année et qui sort un ouvrage spécial avec et plein d'événements autour. Mais l'ouvrage a l'air vraiment très intéressant et je pense clairement que ça va être mon bouquin de chevet pendant un mois. Un petit ouvrage de collection, hein, ceci dit, puisque dedans il y a des ex-libris détachables. Ah oui. Ouais, c'est pour ça que je suis pas sûr que ça sera ton bouquin de chevet. Après, non mais il va l'acheter en double, mec. Non mais oui, d'accord. J'ai ma petite histoire avec Pika Édition, vu que c'est par ce biais-là que je suis rentré dans le manga, dans le monde du milieu du manga. Avant, j'ai fait un stage en fait chez Pika Édition en web marketing et je connaissais rien au manga, mais vraiment rien. Je ne savais pas au monde du manga, je veux dire. Ça m'étonne pas de toi. Je lisais Shaman King, je lisais Samurai Deeper Skyo, mais je savais pas qu'il y avait des gens derrière qui créaient le manga, qu'il y avait des gens qui les traduisaient, il y avait des gens qui les lettraient, et j'ai découvert ce petit monde et je me suis dit, mais en fait, il y a un métier derrière. Et donc je suis resté 6 mois chez Pika Édition. C'est aussi là que j'ai découvert Dreamland, parce qu'avant je ne connaissais pas le manga français, pour moi c'était de la merde. Et voilà. Tu donc le connaissais merci à Pika Édition. Le mec a évolué, et donc voilà, Pika qui était un des premiers éditeurs malgré tout à travailler en France, à éditer des mangas en France, fête ses 20 ans d'une très belle façon avec un bouquin rempli de différentes interviews des auteurs qui ont été marquants pour Pika, avec des dessins exclusifs, avec des ex-libris détachables, et qui a un petit mot de chacun. Enfin, non, ça a l'air d'être un bon produit. Ça a l'air très cool. J'ai vu l'ex-libris de l'Attaque des Titans, il défonce sa mère quand même. Et je pense qu'il y a beaucoup de ces ex-libris qui vont être dans des cadres chez un peu tout le monde. Alors par contre, c'est un tirage à 4000 exemplaires, donc faut aller vite. Faut pas hésiter à le précommander, effectivement. Bah, c'était pas mal quand même niveau prédiction. On a été large, hein. On a ratissé large malgré tout. On a parlé de beaucoup de mangas. On s'est arrêté un peu plus sur certains que sur d'autres. Mais je pense qu'on s'est pas trompé. Bah l'avenir nous le dira. Et l'émission était vraiment très courte pour tout ce qu'on avait à dire. Merci Dadou. C'est toujours comme ça quand on veut lister là les 40 mangas. Et il y a combien de sorties là par mois? Là disons que ça reste nos notes d'intention pour l'année à venir. C'est ça. Et sur ce qu'on a lu, on a réussi à se procurer quand même des mangas jusqu'à mars-avril malgré tout. Donc voilà, on a essayé d'en lire un maximum pour essayer de faire une liste la plus exhaustive possible. On a déjà oublié des choses, ça c'est bien sûr et évidemment. certain. Mais effectivement, c'est une belle note d'intention qu'on a donnée. Après, moi j'ai mon petit défi cette année, je vais lire toutes les nouveautés. J'en suis à 14. Je peux te dire que je suis sur une bonne lancée. T'es déjà en retard du coup. Oui, mais j'en suis déjà à 14. Par rapport à vous, c'est presque mieux. Ah, peut-être que j'en suis à 18 même. Bah après nous on n'a pas de défi, c'est ça le truc. C'est que toi tu vas te battre contre toi-même. C'est toi ton pire ennemi, mec. Et je vais gagner. Hashtag 5DC pour réagir à cette émission ou sur les commentaires des posts qu'on fait sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas. Merci de nous avoir écoutés. On vous remercie. À très bientôt. Merci. Ciao. À tous. Salut.